Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Parler un petit peu de la noyade. En parlant de la noyade, dès le début, j'aimerais parler surtout du degré de l'urgence par rapport donc à la noyade. Donc, durant l'été, de nombreuses noyades accidentelles sont recensées dans notre région et souvent elles entraînent des décès. Cette problématique de décès par rapport aux noyades, on en arrivera et on expliquera pourquoi la plupart de nos noyés finissent par le décès. Donc cela, il reflète bien la gravité de ce type d'accident et la nécessité d'une prise en charge qui doit être efficace. Toute victime d'immersion doit être hospitalisée après la confirmation clinique du diagnostic et du degré d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, donc, toute noyade doit être hospitalisée immédiatement. Donc, il faut qu'on dise qu'un certain nombre de messages, qu'il n'y a pas de petite noyade. Toute victime d'une immersion peut à tout moment se dégrader sur le plan respiratoire. Le patient, donc, il doit être sorti de l'eau le plus rapidement possible. La souffrance cérébrale liée à la durée d'immersion et la précocité de la réanimation préhospitalière, c'est cela réellement qui conditionne le pronostic vital du noyé. Suivante. Donc le déclenchement de la chaîne de secours, elle doit être précoce. En cas de détresse cardio-respiratoire, surtout après vérification donc, de la liberté des voies aériennes, une réanimation cardio-pulmonaire. Donc, en cas de détresse cardio-respiratoire, après vérification de la liberté des voies aériennes, une réanimation cardio-pulmonaire de base doit être débutée immédiatement. Donc, il y a également la problématique de l'hypothermie qui est très fréquente chez le noyé. Elle est bien sûr proportionnelle à la durée de séjour dans l'eau et à la température également de l'eau. Une chose qu'on oublie, donc la glycémie doit être toujours contrôlée parce que parfois même, c'est l'origine même de la noyade chez certains malades, éventuellement les diabétiques. Il est également indispensable de rechercher systématiquement des lésions traumatiques associées, surtout donc dans des endroits où les gens donc font des plongeons, ils peuvent sauter d'une hauteur, etc. Donc on n'oublie pas toujours les lésions traumatiques, le crâne, le rachis, et bien sûr également il ne faut pas oublier les intoxications à l'alcool. Donc ce qui est important, c'est la confirmation clinique du diagnostic. Donc un simple examen clinique va nous permettre d'évaluer rapidement l'état du patient. Et le plus important, il y a un certain nombre de bilans à faire rapidement du point de vue clinique. Il y a un bilan respiratoire, donc il y a la toux, il y a la dyspnée, il y a l'encombrement respiratoire, il y a les bronchospasmes, il y a la cyanose et il y a également, quand on examine le malade, on peut trouver des râles crépitants bilatéraux et voir la saturation en oxygène. Il y a également le bilan cardiovasculaire qui est très important. En général, on peut également trouver des troubles du rythme. On peut également avoir à faire un collapsus, un choc et voire même un arrêt circulatoire. Il est également important de faire un bilan neurologique chez le noyé, voir son état d'anxiété, est-ce qu'il y a de l'agitation, de l'obnubilation, des convulsions, et voir s'il y a un coma. Bien sûr, s'il y a un coma, il faudra le scorer. Il y a également des signes associés qui sont toujours importants chez le noyé, c'est toujours la glycémie et la température. Il faut faire également l'interrogatoire des témoins de la noyade, qui tentera de retrouver les circonstances surtout de la noyade, quels sont les facteurs déclenchants et quelle est la durée probable d'immersion, et bien sûr pour également savoir est-ce qu'il y a une mise en œuvre de manœuvres de réanimation sur place. Et on arrive donc à la classification des victimes. Il y a le stade 1, c'est ce qu'on appelle l'aquastress. La victime a été immergée mais n'a a priori pas inhalé. Elle peut être transportée, bien sûr, rapidement vers le service des urgences. Par contre, pour le stade 2, petite hypoxie, si on peut dire comme ça, la victime, elle tousse,
elle est polypnéique, elle est peu ou pas cyanosée, mais elle présente un encombrement bronchique. Et dans ce cas de figure, si possible, le transport doit être médicalisé, c'est-à-dire le SAMU ou la protection civile. Pour le stade 2, une hospitalisation en réanimation s'impose. Le stade 3, donc, c'est la grande hypoxie. La victime, elle est en détresse respiratoire avec une dyspnée, cyanose et une désaturation en oxygène. À l'examen, on trouve des râles diffus et également on peut trouver une altération variable de la conscience qui est souvent associée, donc, cette altération de la conscience à une instabilité hémodynamique qui signe l'urgence de la prise en charge du noyé, surtout donc la réanimation sur les lieux, elle doit être poursuivie en service de réanimation. Mais s'il n'y a pas de réanimation sur les lieux, le pronostic vital de ce stade 3 est engagé déjà dès qu'on sort le noyé de l'eau. Le stade 4, donc c'est carrément l'anoxie, la victime est en arrêt circulatoire d'origine anoxique, donc la présence du SAMU, elle doit être indispensable dans les minutes qui suivent. Maintenant, quand on parle du protocole du traitement du noyé, avant l'arrivée même des secours, il faut sortir la victime de l'eau, la déshabiller, la réchauffer, la sécher et éventuellement la rassurer. En cas d'arrêt cardio-respiratoire, il faudra mettre en œuvre un massage cardiaque externe avec ventilation assistée, bouche à bouche, ou un ballon insufflateur, 15 compressions pour 2 insufflations. Il faut également respecter strictement les consignes de sécurité pour l'utilisation d'un défibrillateur en milieu humide. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut d'emblée assécher, parce que l'utilisation d'un défibrillateur chez une personne mouillée, vous n'ignorez sans doute pas les conséquences. La détresse respiratoire, donc s'il y a une détresse respiratoire, il faut surtout assurer la liberté des voies aériennes. Et il faudra également mettre une oxygénothérapie à 15 litres par minute, de préférence avec un masque à haute concentration et éventuellement une assistante ventilatoire, toujours avec bouche à bouche ou ballon insufflateur. Et bien sûr, il faut surtout faire attention à l'inhalation du contenu gastrique, donc qui peut réaliser, comme vous le savez, un Mendelssohn, donc une autre problématique. Si possible également, il faut placer une voie veineuse périphérique et en première intention, c'est du sérum salé. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre en place une sonde nasogastrique avec prudence pour vidanger le contenu gastrique et toujours chez le noyé, j'insiste, vérifier la glycémie. Ici, je vous présente un algorithme justement qui est très intéressant de gestion d'une victime d'immersion. Donc, une fois que le bilan initial a été fait cliniquement, donc on se pose la première question, le malade est-il conscient? Si le malade n'est pas conscient, donc il faudra tout de suite vérifier est-ce qu'il a des troubles respiratoires. S'il n'a pas de troubles respiratoires, il faut voir s'il y a eu de l'inhalation. Donc si il y a un bilan, le malade il est conscient, il n'a pas de troubles respiratoires, il n'a pas inhalé, donc on l'hospitalise pour une simple observation. Mais d'autres cas peuvent survenir, donc le malade il est conscient, mais il a des troubles respiratoires. S'il a des troubles respiratoires, donc très rapidement, il faudra l'intuber. Et quand on l'intube, il faudra vérifier est-ce qu'il y a un arrêt cardiaque ou pas. S'il y a un arrêt cardiaque, donc il faut tout de suite soins intensifs, donc il faut brancher le malade. Donc si maintenant il n'y a pas d'arrêt cardiaque, c'est toujours, il faut le prendre dans un service de réanimation de soins intensifs pour le traitement. Je reprends toujours maintenant, malade, on a dit qu'il est conscient, il n'a pas de trouble respiratoire, mais il a inhalé. S'il a inhalé également, il doit aller aux soins intensifs. Donc, quand on voit cet algorithme de gestion d'une victime d'immersion, c'est-à-dire qu'il vous propose une conduite à tenir dans chaque cas de figure, mais surtout,
à l'origine, c'est le plus important. C'est un bon bilan initial et également, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux pour évaluer donc, le noyé. En dehors de la conscience, il y a toujours les troubles respiratoires et l'inhalation. Donc ces 3 éléments, c'est eux qui décident de la conduite à tenir appropriée par rapport à chaque cas de noyé. Donc cet algorithme, en général, il vous propose une gestion de tous les cas qui peuvent se présenter par rapport donc à quelqu'un qui a, par rapport à un noyé. Suivante. Maintenant, pour ce qui est des protocoles, quel que soit le stade du noyé, le patient doit systématiquement être déshabillé, séché et enveloppé dans une couverture de survie afin de limiter les déperditions thermiques. Le patient également bénéficie ensuite d'un contrôle de sa température et de sa glycémie. Par rapport à la prise en charge également, comme je vous ai énuméré les stades cliniques, donc il y a également les stades par rapport à la prise en charge thérapeutique qui doit être adaptée toujours au stade du noyé. Le stade 1, c'est la pose d'une voie veineuse, oxygénothérapie 15 litres minute, pose d'une sonde gastrique. Le transfert médicalisé se fera vers un service d'urgence pour bien sûr un bilan complémentaire qu'on va détailler tout à l'heure, et une surveillance de courte durée de 6 à 12 heures. Donc ça, pour le simple noyé, c'est-à-dire en réalité qui n'a pas inhalé, donc celui-là déjà nécessite une prise en charge, comme vous voyez, qui est particulière, d'où l'importance des moyens à mettre en place au niveau des points de garde, au niveau de nos plages. Pour le stade 2, la thérapeutique, elle est identique à celle du stade 1, mais il y a le risque de complications respiratoires et cardiaques, ce qui impose de suite une hospitalisation en unité de soins intensifs et non continue, bien sûr, pour 24 heures au minimum. Pour le stade 3, l'intubation et la ventilation assistée sont souvent nécessaires. Une induction à séquence rapide après une préoxygénation est recommandée afin de faciliter la ventilation, bien sûr en pression positive. Une sédation également est souvent nécessaire. Bien sûr, on doit l'adapter à l'état hémodynamique de la victime. Donc la normalisation de l'hémodynamique est impérative pour optimiser la pression de perfusion cérébrale, sinon bien sûr il y aura des conséquences irréversibles. Pour ce qui est du stade 4, j'ai juste mis une phrase, traitement symptomatique de l'arrêt cardiaque. Donc quand on a un arrêt cardiaque, automatiquement, normalement, il faut qu'il y ait une présence du SAMU sur place au moment même de l'accident pour éventuellement essayer de sauver les malades, mais dans 90% des cas, on aboutit, dommage, à un décès. Suivant. Maintenant, une fois que le malade est à l'hôpital, il y a un certain nombre d'examens paracliniques à mettre, c'est-à-dire à faire rapidement. À l'arrivée du patient, on doit systématiquement faire une radiographie pulmonaire, on va faire une gazométrie artérielle, un ionogramme sanguin, toujours une glycémie, et bien sûr, éventuellement, une tomodensitométrie cérébrale, ainsi que des radiographies du rachis cervical, chez tout patient, bien sûr, qui présente des troubles de la vigilance ou du comportement. Donc c'est très très important parce qu'il peut y avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un traumatisme cérébral ou du rachis. Donc, et ces traumatismes sont signés par les troubles de la vigilance. D'autres examens également pouvant être pratiqués en fonction donc de l'étiologie suspectée. Est-ce qu'il y a donc, il faut faire une alcoolémie, dosage de toxines, un ECG. Bien sûr, il faudra rechercher tout le temps des lésions associées à radiographie des membres, du bassin, échographie abdominopelvien, surtout que c'est le malade, je vous ai dit qu'il a subi par exemple un traumatisme quelconque qui a été à l'origine de sa noyade. Donc il y a des trucs du métier, les pièges qu'il faudra éviter. Un noyé est toujours grave jusqu'à preuve du contraire. Donc il ne faut pas banaliser une simple
une simple noyade où le malade, on le fait sortir de l'eau, il se porte bien, mais toujours, il peut à tout moment être compliqué, donc il faudra que les secouristes notent bien, blique tout noyé, jusqu'à preuve du contraire, est toujours grave. Il faudra également gérer systématiquement une noyade par excès, vaut mieux que par défaut. Il y a également des facteurs qui pouvant influer positivement sur le pronostic, d'après Golden et Bierens, les enfants de plus de 3 ans, le sexe féminin, la température de l'eau inférieure à 10 degrés, l'immersion d'une durée inférieure à 5 minutes, s'il y a absence d'inhalation, et ce qui est important également, si on a procédé à une réanimation rapide, moins de 10 minutes après l'accident, et bien sûr, s'il y a un retour rapide à une activité cardiaque de façon spontanée. On n'oublie pas également la température corporelle inférieure à 35. Il faudra également faire un pH sanguin supérieur à 7,1, c'est toujours de bons pronostics. Une glycémie supérieure à 11,2 millimoles par litre. Et bien sûr, quand on a scoré le malade, le score de Glasgow, et qu'on le trouve supérieur à 6, et quand il y a également les réflexes pupillaires qui sont présents. Ne pas passer également à côté d'un facteur déclenchant, parce que ça peut être l'origine même de la noyade, un accident vasculaire cérébral, quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde, et également quelqu'un qui a subi un traumatisme, notamment du rachis, et ça peut être également un enfant qui a subi de la maltraitance. Attention à l'aggravation respiratoire secondaire qui est toujours possible chez le noyé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.